Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci Aurélie d'être à mes côtés pour parler du futur de la loi Badinter. Un sujet qui m'a donné un peu le vertige, d'autant plus que je me retrouve malheureusement seule à intervenir. Je vais tenter donc de vous parler de l'avenir de la loi du 5 juillet 85 alors que je représente un petit peu plutôt le passé de ce master. Je me concentrerai donc sur la loi Badinter, confrontée aux véhicules autonomes, en m'interrogeant donc sur le point de savoir si elle a encore un avenir. Donc toutes les questions un peu plus en lien avec l'intelligence artificielle, la réglementation européenne ne seront pas abordées dans le cadre de cette présentation. Alors, nous célébrons, vous le savez, avec un peu d'avance, aujourd'hui le 40e anniversaire de la loi Badinter. Façonnée par la jurisprudence de la Cour de cassation, la loi a traversé 4 décennies sans aucune retouche législative. Et dans le paysage de la responsabilité civile et du dommage corporel, la loi du 5 juillet 85, deux objectifs, elle tend à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. On peut dire qu'elle a clairement bien joué ces deux rôles en s'émancipant avec l'aide de l'interprétation prétorienne du droit commun de la responsabilité du fait des choses, dont on pouvait se demander si elle avait encore un avenir au moment de l'adoption de la loi, tant son domaine d'application était essentiellement concentré sur le fait des véhicules engageant la responsabilité de son gardien. Alors, améliorer l'indemnisation, très certainement, en s'émancipant des règles traditionnelles de la responsabilité, remplacer le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage par l'implication du véhicule dans l'accident, qui, il faut le dire, à l'époque n'allait pas de soi, comme il a pu être rappelé ce matin. Il suffit que le véhicule soit impliqué dans l'accident, peu important qu'il en soit la cause du dommage. Par ailleurs, quand on explore le régime de l'indemnisation, la victime est mieux protégée puisqu'il est impossible pour le conducteur ou le gardien de s'exonérer par la force majeure ou le fait d'un tiers, et surtout parce que la victime non conductrice ne peut se voir privée de réparation que si elle a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. Accélérer la procédure d'indemnisation, certainement, hein, en imposant à l'assureur du gardien ou conducteur du véhicule une procédure amiable consistant à faire une offre d'indemnisation dans un délai contraint, sous peine de sanctions financières dissuasives, comme on l'a aussi évoqué ce matin. Aujourd'hui, le bilan de la loi Badinter est globalement positif, même si l'on peut notamment regretter un contentieux encore trop important, aboutissant à des procédures judiciaires longues en cas de désaccord sur l'évaluation des préjudices, surtout en présence de dommages corporels graves, une discrimination des victimes au détriment de la victime conductrice, qui peut voir son droit à réparation diminuer ou refuser en présence d'une simple faute. Globalement positif aussi, en ce sens qu'elle a su s'adapter à l'évolution de la circulation des véhicules terrestres à moteur et à la naissance de nouveaux engins motorisés, comme tu l'évoquais ce matin, Aurélie, qui se sont développés surtout ces 10 dernières années, même s'il reste encore sur ce point quelques améliorations à réaliser. La question se pose aujourd'hui, enfin la question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si la loi Badinter a encore un avenir face à la révolution que nous sommes en train de vivre avec le développement des véhicules autonomes ou des véhicules à délégation de conduite. Ce régime de réparation qui repose sur la notion de débiteur d'indemnisation, le conducteur ou le gardien, voit ses fondements remis en cause avec l'avènement des véhicules autonomes où le conducteur humain tend à disparaître au profit d'un algorithme capable d'exécuter l'ensemble des tâches de conduite. Une voiture autonome ou une voiture à délégation de conduite est un véhicule équipé de technologies d'intelligence artificielle lui permettant de circuler sur la route sans intervention humaine. Cette autonomie se traduit par une capacité à percevoir l'environnement, à prendre des décisions et à exécuter des actions de conduite, comme pourrait le faire une personne conductrice, accélérer, freiner, tourner, etc., mais indépendamment de l'action humaine. En matière de sécurité, ces nouveaux véhicules présentent certains atouts, puisque 90% des accidents sont dus à des erreurs humaines, fatigue, alcool, excès de vitesse, inattention. La voiture autonome a l'avantage visiblement de ne pas boire, de ne pas se fatiguer ou de ne pas être distraite par un téléphone portable et de respecter normalement aussi le code de la route. Par ailleurs, les véhicules autonomes utilisent des caméras, des radars, des lidars pour détecter leur environnement à 360 degrés en temps réel. Bien au-delà des capacités humaines, leur temps de réaction est beaucoup plus rapide qu'un conducteur humain.
Néanmoins, ces algorithmes ne sont pas infaillibles. Les IA ont encore du mal à anticiper les comportements irrationnels, un piéton imprévisible, un cycliste qui zigzague, des travaux mal signalés. Par ailleurs, tant que toutes les voitures ne sont pas autonomes, elles devront partager la route avec des conducteurs humains, ce qui complique aussi la gestion des interactions. Également, une voiture autonome peut être piratée ou subir un dysfonctionnement de logiciel, ce qui pourrait aussi provoquer des accidents. Avant toute chose, soulignons que le terme d'IA et de véhicule autonome ou à délégation de conduite, comme le préfère le législateur français, révèle des situations bien différentes avec des enjeux juridiques aussi bien distincts. L'autonomie d'un véhicule fait référence à sa capacité à prendre en charge totalement ou partiellement les tâches liées à la conduite, réduisant ainsi l'intervention humaine. Sous une définition large, certaines fonctionnalités, comme le régulateur de vitesse ou l'aide au stationnement, le maintien dans la voie, le régulateur adaptatif sont déjà présents dans de nombreux véhicules, témoignent de cette automatisation. Et dans un cadre plus strict, un véhicule est considéré comme autonome lorsqu'il peut effectuer l'ensemble des actions nécessaires à la conduite avec ou sans supervision humaine. Et une classification américaine qui est projetée à l'écran, une classification américaine, la classification ingénieuriale de la SAE, la Society of Automobile Engineers, distingue plusieurs niveaux d'autonomie. Alors, les niveaux d'autonomie, ils sont 6, puisque le niveau 0, ce n'est pas d'autonomie du tout. Vous les voyez au tableau. Le niveau 1 et 2, ce sont des systèmes d'aide à la conduite. Hein. Ils assistent le conducteur, mais ne remplacent pas sa vigilance. Hein. Tesla propose, je dis que je ne parlerai pas de Tesla, mais je suis un peu obligée. Tesla propose une version avancée appelée le full self-driving, mais cette version avancée n'atteint pas encore le niveau 3, car elle nécessite la supervision active du conducteur. Ces autres aides à la conduite sont aussi développées chez les autres constructeurs, chez BM, alors chez BM, je crois que c'est le Drive Assistant Pro, et chez Volkswagen également. Enfin, tous les constructeurs se mettent à développer des aides à la conduite sans aller pour autant vers le niveau de la totale autonomie. Le niveau 3, lui, vise le véhicule qui peut gérer la conduite seul, mais dans des conditions limitées. Toutefois, pour le niveau 3, on peut exiger que le conducteur reprenne le contrôle. Et véritablement, c'est ce schéma que je trouve encore peut-être plus parlant avec les dessins. Véritablement, c'est le niveau 4 et le niveau 5, hein, où on est vers la totale autonomie. Le niveau 4, c'est un véhicule quasi autonome capable de se déplacer sans intervention humaine, mais seulement dans des zones précises et sous certaines conditions. Et le niveau 5, eh bien, le niveau 5, il n'existe pas encore, ou peut-être à titre uniquement de texte d'expérience. C'est le véhicule 100% autonome, fonctionnant sans volant ni pédale, pouvant rouler n'importe où et en toute situation. À ma connaissance, hein, ce niveau n'est pas encore sur le marché et en tout cas n'est pas au stade de la commercialisation. Alors, que dit la réglementation française? Alors, ce sera après, mais bon, c'est pas grave. Que dit la réglementation française? Il y a il y a d'abord la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 qui a posé les bases de la réglementation sur les véhicules autonomes en donnant au gouvernement la possibilité d'adopter des dispositions spécifiques pour les véhicules équipés de systèmes de conduite automatisés. À partir de cette loi, l'ordonnance du 14 février 2001 et un décret du 29 juin 2001 permettent que depuis le 1er septembre 2022, les véhicules autonomes de niveau 3 dans la classification internationale, classification américaine, sont autorisés à circuler en France, mais sous certaines conditions strictes, sur des routes autorisées, donc uniquement sur des routes équipées d'un séparateur central, hein, des voies rapides, des autoroutes, pas de circulation en milieu urbain classique ou sur des routes ouvertes aux piétons et cyclistes. La vitesse maximale est prévue à 60 km/h en mode autonome, destinée principalement donc, aux situations de bouchons ou de trafic dense. Et puis, il y a une supervision humaine. Le conducteur humain doit toujours pouvoir reprendre le contrôle à tout moment, si nécessaire. Et un système d'alerte doit avertir le conducteur lorsque l'intervention humaine devient obligatoire.
La France autorise également des expérimentations de navettes autonomes et de véhicules sans conducteur dans des cadres spécifiques. Les navettes autonomes utilisées sur des parcours prédéfinis, comme dans certaines zones urbaines, des aéroports ou des sites industriels. Et puis l'expérimentation des taxis autonomes à Paris avec des sociétés comme Waymo. Quelques tests aussi sont réalisés en conditions réelles sur des autoroutes, notamment l'autoroute A1 ou l'autoroute A14. Le droit français a lui aussi opéré une classification à 3 niveaux. Et qui est donc intégré à l'article au 8e qui a été rajouté par le décret du 14 janvier 2002, 8e de l'article R311-1 du Code de la route, et qui prévoit donc 3 niveaux. Alors je vais assez vite. Le niveau véhicule partiellement automatisé, véhicule qui correspond grosso modo jusqu'au niveau 2 de la classification américaine, un véhicule équipé d'un système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique du véhicule dans un domaine de conception fonctionnelle particulier, devant effectuer une demande de reprise en main pour répondre à certains aléas de circulation ou certaines défaillances pendant une manœuvre effectuée dans son domaine de conception fonctionnelle. Le véhicule hautement automatisé, c'est un véhicule équipé d'un système de conduite automatisé exerçant un contrôle dynamique d'un véhicule dans un domaine de conception fonctionnelle particulier, pouvant répondre à tout aléa de circulation ou défaillance sans exercer de demande de reprise en main pendant une manœuvre effectuée dans son domaine de conception fonctionnelle. Ce véhicule peut être intégré dans un système technique de transport routier automatisé tel que défini premièrement de l'article, etc., du Code des transports, et le véhicule totalement automatisé, véhicule équipé d'un système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique d'un véhicule, pouvant répondre à tout aléa de circulation ou défaillance sans exercer de demande de reprise en main pendant une manœuvre dans le domaine de conception technique du système technique de transport routier automatisé auquel ce véhicule est intégré tel que défini au premièrement et quatrièmement de l'article R3151-1 du Code des transports. Donc, voilà, 3 niveaux partiellement automatisés, hautement automatisés et totalement automatisés. Peut-être que les 3 niveaux suffisent et que les 5 niveaux que prévoit la classification américaine n'est pas nécessairement la plus adaptée. À partir donc de cette nouvelle réalité qui va dans le futur encore évoluer, la question qui se pose est bien de savoir quel régime de responsabilité ou d'indemnisation sera en mesure de s'appliquer à la réparation des dommages réalisés dans un accident de la circulation impliquant un véhicule autonome. La loi Badinter a-t-elle un avenir? Ces concepts peuvent-ils s'adapter à cette nouvelle réalité de la circulation automobile? Faut-il la sauver ou au contraire la remplacer? Dans l'hypothèse où elle serait applicable, son caractère exclusif empêchera d'aller chercher la responsabilité des personnes qu'elle désigne, conducteurs et gardiens, sur un autre fondement. La loi Badinter peut-elle s'appliquer lorsqu'un véhicule autonome est impliqué dans l'accident? Oui, on sait que pour que s'applique la loi de 85, il faut apporter la preuve d'un véhicule terrestre à moteur qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans un accident de la circulation. Il n'est nulle part précisé qu'il faudrait prouver l'intervention effective d'un conducteur, voire par exemple l'implication d'un VTM en stationnement régulier, il n'y a pas de conducteur. Les véhicules autonomes ne remettent pas en question les critères de l'application de la loi Badinter. La survenance d'un accident, l'existence d'un dommage et l'implication d'un VTM sont remplis indépendamment du fait que le véhicule soit contrôlé par un système d'IA plutôt que par un conducteur humain. Ces questions ne suscitent pas de très grandes difficultés, nous en envisagerons dans un premier temps. En revanche, la détermination du débiteur de l'indemnisation en présence d'un accident impliquant un véhicule autonome est moins évidente. Les défis posés par les véhicules autonomes à la loi Badinter quant à la détermination du débiteur de l'indemnisation seront donc abordés dans une seconde partie. La condition relative à l'implication d'un véhicule terrestre à moteur autonome dans un accident de la circulation. D'abord, très vite, je viens de le dire plus ou moins, la qualification de VTM, pas de véritable difficulté à qualifier le véhicule autonome de véhicule terrestre à moteur. Si on se réfère à l'article L211-1 du Code des assurances qui s'intéresse au champ d'application de l'obligation d'assurance des VTM, on est parfaitement dans cette qualification. C'est tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque même non attelée. Pareil pour l'article S110-1 du Code de la route, tout véhicule terrestre
pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur une route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rail. Pas de difficulté pour le VTM, peut-être difficulté pour l'implication dans un accident de la circulation. La loi de 85 prévoit l'indemnisation des victimes à condition que l'on puisse identifier un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, etc. Un accident de la circulation se définit comme un événement fortuit, entraînant des dommages matériels ou corporels, impliquant un véhicule terrestre à moteur en mouvement sur une voie publique ou privée, mais également lorsqu'il est à l'arrêt, en stationnement, dans un espace destiné à la circulation des véhicules. Par exemple, un incendie touchant un véhicule sur la voie publique ou dans un garage constitue un accident de la circulation, s'il n'est pas intentionnel, contrairement à l'incendie d'une motocyclette dans un hall d'immeuble qui n'entre pas dans cette catégorie de lieux destinés à la circulation. Dans cette perspective, il est indéniable qu'un véhicule autonome reste un véhicule terrestre à moteur et que les dommages qu'il cause relèvent de la législation de 85 dès lors qu'un fait de circulation peut être établi, peu importe à ce titre que l'utilisateur du véhicule soit actif ou passif. La jurisprudence retient néanmoins que si l'accident est un événement fortuit, aucun accident ne peut être caractérisé dans des situations où le dommage est la suite d'une action volontaire d'une personne. Ainsi, il n'y a pas d'accident en cas d'incendie volontaire d'un véhicule qui en endommage d'autres, ou de percussion volontaire d'un véhicule ayant pour effet de blesser l'un de ses occupants, peu importe que l'auteur de l'action soit celui dont la responsabilité est couverte par l'assureur du VTM ou un tiers parfaitement étranger. La notion même d'accident est mise à l'écart, par conséquent, l'indemnisation des dommages causés échappe à la loi Badinter. Acte volontaire, pas d'accident, pas de caractère fortuit. La question se pose alors de savoir si une cyberattaque par le piratage d'un véhicule autonome à l'origine du dommage conduirait ou non à l'indemnisation par l'application de la loi Badinter. Si on considère qu'on est bien en présence d'un accident de la circulation par rapport à ce que je viens de dire, c'est peut-être un peu délicat, et que le fait d'un tiers, le pirate, même présentant les caractères de la force majeure, n'est pas de nature à exonérer le responsable, c'est une des forces de la loi présente à l'article 2, pas de cause d'exonération par la force majeure. Et la victime se voit, dans ce cas-là, la victime se voit indemnisée en application de la loi du 5 juillet 85 par l'assureur, du conducteur ou du gardien du VTM. Soit on considère ce piratage comme un acte volontaire qui conduira à écarter la loi Badinter, à défaut d'accident entendu comme un événement fortuit. La victime ne pourra pas poursuivre le conducteur ou le gardien sur le fondement de la loi du 5 juillet 85. Alors, elle pourra, si elle le retrouve, s'adresser au pirate sur le fondement de l'article 1240 ou éventuellement saisir une CIVI pour se faire indemniser par le FGTI. Alors, je vais maintenant aborder les questions qui posent, à mon sens, beaucoup plus de difficultés, les défis posés par les véhicules autonomes à la loi Badinter quant à la détermination du débiteur de l'indemnisation. Les véhicules autonomes posent des défis significatifs, notamment en ce qui concerne la détermination de ces débiteurs. Traditionnellement, cette loi repose sur la notion de conducteur ou de gardien de véhicule impliqué dans un accident, désignant ainsi le responsable et son assureur, débiteur de l'indemnisation. Cependant, avec l'avènement des véhicules autonomes, où le contrôle humain est réduit, voire absent, identifier le débiteur de l'indemnisation devient complexe. La Convention de Vienne du 8 novembre 68 sur la circulation routière prévoit depuis son origine que tout véhicule en mouvement doit avoir un conducteur devant posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires et être en état physique et mental de conduire. Ces dispositions apparaissent difficilement compatibles avec le déploiement des véhicules autonomes. Un système de conduite automatisé étant par nature dépourvu de toute qualité physique ou psychique. Cependant, cette convention a fait l'objet, le 14 janvier 2022, d'un amendement ayant institué un nouvel article 34 bis. Selon cet article, l'exigence selon laquelle tout véhicule en mouvement doit avoir un conducteur est réputée satisfaite lorsque le véhicule utilise un système de conduite automatisé. D'où la question de la détermination du conducteur, et c'est bien celle de savoir si une machine peut avoir cette qualité de conducteur. Inversement, il est délicat de qualifier de conducteur celui qui a simplement activé la délégation de conduite et qui, par définition, ne conduit plus, mais utilise la voiture autonome. Bien qu'il n'existe pas de définition précise du conducteur, la jurisprudence exige pour qualifier une personne de conducteur une certaine maîtrise du véhicule. Par exemple, celui qui quitte le poste de conduite pour faire une sieste perd la qualité de conducteur.
De même, un élève sous la supervision de son moniteur d'auto-école ne détient pas un contrôle suffisant pour être considéré comme conducteur. Par conséquent, la qualification de conducteur dépend donc du degré de maîtrise que la personne conserve sur le véhicule. Donc, si l'automatisation est partielle, mais que l'utilisateur garde un contrôle suffisant, il demeure conducteur. En revanche, si le dispositif garantit une autonomie totale ou quasi totale, comme cela pourrait être le cas pour un véhicule à partir du niveau 4, l'utilisateur cesse d'être considéré comme conducteur. Et pour les véhicules de niveau 4 ou 5, où la conduite est totalement assurée par le système et l'infrastructure intelligente, la notion de conducteur devient moins pertinente, même si certains auteurs estiment que le niveau 5 ne supprime pas automatiquement la présence d'un conducteur qui pourrait toujours prendre la main si le véhicule, sur le véhicule et conduire classiquement ce dernier s'il le souhaite. D'ailleurs, la réglementation française actuelle semble aller dans ce sens. Le droit français n'a pas supprimé l'exigence d'un conducteur personne physique à bord du véhicule autonome. Ainsi, le nouvel article L123-1 du Code de la route prévoit en son deuxième alinéa que le conducteur du véhicule autonome doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé. On parle bien de conducteur ici, et le conducteur est bien une personne humaine. Force est de constater que le conducteur, c'est encore celui qui est derrière le volant ou qui est censé l'être, alors même que le contrôle dynamique est géré par un système automatisé. Donc, pourquoi pas, d'accord, un peu comme le conducteur éjecté dans un accident complexe qui conserve sa qualité de conducteur tout au long du processus accidentel, envisagé dans sa globalité. Mais lorsque les véhicules à délégation de conduite circuleront, les véhicules à totale délégation de conduite circuleront, il est possible d'imaginer qu'ils seront dépourvus de pédales et de volant, et donc de conducteurs humains. Ces véhicules n'auront que des utilisateurs. Ces utilisateurs pourront-ils encore avoir la qualité de conducteur? Et si l'utilisateur ne peut plus avoir cette qualité de conducteur, la machine peut-elle être qualifiée comme telle? Alors, on voit beaucoup d'interrogations, beaucoup de difficultés, des pistes qui ont été proposées pour pallier les difficultés liées à la désignation d'un responsable conducteur en cas d'accident. Certains auteurs donc proposent d'avoir recours à une assimilation légale de l'utilisateur au conducteur en intégrant dans la loi une phrase de ce type qui viendrait compléter l'article L110-1 du Code de la route et réputer conducteur celui qui actionne le système de conduite autonome. Cette qualification de conducteur par détermination de la loi, pourrait-on dire, permettrait également d'exclure de cette qualité que cette qualité échoit au constructeur du véhicule, à qui peut être imputé dans une certaine mesure quand même le comportement du véhicule. Et si le constructeur n'est pas conducteur, la responsabilité, comme celle du concepteur de l'algorithme d'ailleurs, pourrait alors être recherchée sur un autre fondement que la loi 85, comme par exemple la responsabilité du fait des produits défectueux. Inversement, pour d'autres auteurs, comme Alexandre Duméry, qui a écrit un article pour l'application de la loi Badinter aux véhicules autonomes, il faudrait au contraire adopter une présomption selon laquelle l'algorithme de conduite serait le conducteur gardien et derrière l'algorithme, ce serait son concepteur qui est visé. On n'arrive pas à déterminer le conducteur avec précision. Si la détermination du conducteur pose un certain nombre de difficultés, ne faudrait-il pas l'abandonner au profit du gardien? Passer de 2 débiteurs de réparation, conducteur ou gardien, à un débiteur unique, le gardien. De prime abord, si le véhicule autonome ne peut plus véritablement avoir de conducteur, il n'est pas non plus évident qu'il puisse avoir un gardien, car le gardien est depuis la vraie Franck défini comme celui qui dispose d'un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose. Cette difficulté pourrait être vaincue en tenant pour gardien le propriétaire du véhicule autonome. Ou encore, ne pourrait-on pas faire appel à la théorie des deux gardes, distinguant la garde de la structure et la garde du comportement, théorie consacrée à la fin des années 50 par l'arrêt Oxygène liquide, qui est aussi encore utilisée dans un arrêt du 31 mars 2022 par la deuxième chambre civile pour juger que le propriétaire du véhicule confié à un garagiste avait conservé la garde de la structure dès lors qu'il avait omis d'informer le professionnel du vice connu à l'origine de l'accident. À compter de l'activation du système de conduite automatisé, le conducteur conserverait la garde du comportement du véhicule, tandis que le constructeur en deviendrait le gardien de la structure. Alors, je dis le conducteur, mais ça peut être l'utilisateur, qui conserverait la garde du comportement, tandis que le constructeur deviendrait le gardien de la structure, soit le gardien du contrôle dynamique du véhicule. Ainsi, en cas de défaillance du système automatisé,
c'est à la garde de la structure du véhicule et non à celle du comportement que serait imputable l'accident de la circulation, ce qui engagerait la responsabilité civile du constructeur. Une telle solution qui consisterait à aller chercher la responsabilité du constructeur ou du concepteur de l'IA en tant que gardien, au moins de la structure, imposerait qu'il serait aussi soumis à l'obligation d'assurance de l'article L211-1 du Code des assurances. Les contrats d'assurance automobile doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule. Toutes ces difficultés, notamment de détermination du conducteur, de détermination du gardien, conduisent vraiment à se demander s'il ne faudrait pas sortir du système de la loi Badinter. Système de la loi Badinter encore assis sur une recherche de responsabilité. L'assurance automobile est une assurance de responsabilité civile. Pour s'orienter vers un système de pure indemnisation en se tournant vers l'assurance directe. Et alors, pourquoi ne pas ressusciter André Tank? On se souvient que ces deux projets de 66 et de 81 n'avaient pas pu aboutir en 1985 car considérés comme peut-être trop en avance sur leur temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait prêt à franchir le pas de l'assurance directe? Est-ce que ce système serait complètement satisfaisant? C'est un système qui est en place au Québec avec la SAAQ, Société de l'assurance automobile du Québec, à ne pas confondre avec la SAQ, la Société des alcools du Québec. Le fonctionnement pourrait être le suivant. Le propriétaire du véhicule souscrit une assurance contre les accidents corporels et une assurance dommage, et on pourrait imaginer que le cas de véhicules entièrement autonomes, dans le cas de véhicules entièrement autonomes, cette obligation incombe au constructeur du véhicule, on pourrait l'envisager. Et les victimes sont indemnisées directement, sans considération de savoir qui est responsable. Les victimes à bord d'un véhicule sont indemnisées par l'assureur de ce véhicule et les piétons et autres victimes peuvent se retourner contre n'importe quel assureur des véhicules impliqués. La répartition des indemnisations se ferait entre assureurs selon des proportions qui resteraient à définir. Je vous remercie de votre attention.